Regardez cette vue, Paris, Paris dans toute sa splendeur. Pendant 3 siècles, eh bien, ce panorama des rois, des reines, des empereurs l'ont contemplé, scruté parfois depuis la terrasse d'un des plus prestigieux châteaux de l'histoire de France. Bonjour à tous, eh bien ce château, celui de Saint-Cloud, n'existe plus. C'est l'histoire qui l'a détruit et seule la végétation trace aujourd'hui encore son architecture disparue. Paradoxe, c'est un obus français qui l'a détruit dans cette période trouble et souvent oubliée de la guerre de 1870. Tout s'est passé très vite le 13 octobre de cette même année, une année maudite, une année terrible. Marie Lebon. Juillet 1870, Français et Prussiens entrent en guerre. Une guerre de mouvement rapide et brève. Aujourd'hui oubliée, ses origines restent confuses et pourtant quelques épisodes demeurent dans la mémoire collective. La bataille de Gravelotte, près de Metz, oppose 8000 cavaliers français et prussiens. La capitulation de Sedan, qui entraîne le 2 septembre la chute du Second Empire et l'exil de Napoléon III. Et plus tard, la perte de l'Alsace et de la Lorraine lors de la signature de l'armistice à Versailles en janvier 1871. Autre conséquence immédiate, le chancelier Bismarck et ses troupes encerclent la capitale. C'est le siège de Paris, les Parisiens trouvent refuge à l'abri des fortifications, mais très vite les pénuries alimentaires se multiplient. On manque de tout, dans les eaux et jardins on abat les animaux pour se nourrir et pour survivre. C'est des terrasses du domaine de Saint-Cloud que l'état-major prussien observe le siège, un quartier général à portée des tirs des bastions français. L'obus fatal part du Mont Valérien et enflamme le château. Après avoir été pendant des siècles le théâtre de l'histoire, Saint-Cloud disparaît dans les flammes sous le regard impassible des forces prussiennes. Je rejoins Sylvie Glaser, qui est administratrice du domaine national de Saint-Cloud. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, il n'y a plus aucun doute, aujourd'hui il n'y a pas de querelle d'historiens, c'est bien un obus français qui a frappé le château de Saint-Cloud. Ah oui, tout à fait. L'obus qui a été tiré le 13 octobre 1870 provenait du Mont Valérien et est tombé dans la chambre de l'empereur. Il était bien français. Alors, je voudrais qu'on dise un petit mot de la situation de cet ancien château. Paris est vraiment tout proche, mais Versailles n'est pas loin non plus. Bref, c'est un endroit idéal pour un roi, une reine ou des empereurs. Oui, alors c'est vrai que Saint-Cloud était entre Paris et Versailles. On s'arrêtait à Saint-Cloud en allant voir le roi ou au retour. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'était la résidence du frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. On l'appelait monsieur, a beaucoup agrandi cet ancien pavillon de chasse. Il y a une autre personnalité extrêmement attachée à ce château de Saint-Cloud, c'est Marie-Antoinette. Oui, alors en 1785, Marie-Antoinette acquiert le château de Saint-Cloud comme bien personnel. Elle y passera son dernier été. Elle recevra Lafayette, auréolé de ses succès de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et il y aura aussi une entrevue beaucoup plus, je dirais, secrète, qui est l'entrevue avec Mirabeau. Il y a l'Empire qui a marqué cet endroit. Déjà le premier Empire, en tout cas ses prémices, le 18 Brumaire, c'était ici, à quelques mètres seulement, dans l'orangerie qui existait alors. Exactement là, effectivement. Bonaparte, à l'époque, attendait dans une des ailes du château. Les deux conseils étaient réunis. Le Conseil des Anciens dans la galerie Apollon, Conseil des 500 dans l'orangerie. Il fait donner la garde. Les députés, qui étaient tous en toge, se précipitent à l'extérieur. Et quelques-uns un peu tétanisés, mais étaient finalement presque otages, on va dire, oui, proclament eux aussi la démission du directoire. Bref, et c'est le consulat qui commence ici en tout cas, quasiment. Hein. Exactement. Le château de Saint-Cloud, c'est également le cœur battant du Second Empire en quelque sorte, Napoléon III. Alors Napoléon III a été proclamé empereur par le Senatus Consulte dans la galerie d'Apollon. Et ce n'est pas un hasard puisqu'il voulait effectivement s'inscrire dans la tradition du Premier Empire. On évoquait à l'instant la destruction de ce château de Saint-Cloud en octobre 1870. Le château qui est resté en ruine pendant des années après. Pendant plus de 20 ans, effectivement, la Troisième République hésite sur l'avenir à réserver à cette ruine. Belle ruine quand même. Si le château a été finalement démoli en 1892, c'est aussi une décision politique. Il est trop chargé des souvenirs de la faillite de l'Empire, chargé des souvenirs de l'Ancien Régime. Pour cette République encore
encore naissante et vacillante, c'est un risque politique qu'elle n'a pas envie de prendre. Parce que finalement, la destruction de ce château de Saint-Cloud et sa non-reconstruction, elle coïncide grosso modo à l'incendie des Tuileries à Paris, des Tuileries qui, elles aussi, n'ont pas été reconstruites. Oui, alors en 1883, les Tuileries sont rasées. En 1892, Saint-Cloud est rasé, le château de Bercy est rasé. On voit que c'est une période où, quelque part, on décide progressivement, effectivement, d'éliminer tous ces souvenirs un peu, comment dire... Un peu chargés, peut-être. Un peu chargés, voilà. Pour imaginer mieux encore ce que fut le château de Saint-Cloud, il faut aller au musée de la ville, le musée des Avelines. C'est dans cet endroit très charmant que sont très précieusement conservés quelques-uns des objets caractéristiques, des objets témoins de cette époque révolue. Je vous y conduis. Florence Austin est l'une des meilleures spécialistes de l'histoire de Saint-Cloud et de son château. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On se trouve à l'instant devant l'une peut-être des vitrines les plus émouvantes du musée des Avelines de Saint-Cloud. Tous ces petits objets abîmés par le feu sont à peu près tout ce qui reste du château. Les gens les ramassaient dans les décombres et on voit l'effet du feu sur une bouteille, sur de la porcelaine. Un mot de ce service de table qui est là. Alors ce service de table était considéré comme extrêmement luxueux. C'était le bleu agate réservé au roi Louis-Philippe, donc qui était à Saint-Cloud avant le Second Empire. Et quelquefois, les brûlures étaient telles que le chiffre de Louis-Philippe ressortait sous celui de l'empereur. Autre pièce intéressante, c'est cette serrure avec un aigle. Visiblement, elle vient de l'Empire, cette serrure. Du premier ou du second, parce que Napoléon, qui s'était entiché de Saint-Cloud, avait très très vite, en 1801, fait faire des travaux considérables au château, et ça pourrait très très bien être du Premier Empire ou du Second. Florence Austin, il y avait énormément de choses dans ce château de Saint-Cloud, des œuvres d'art, de l'ameublement. Que sont devenus tous ces objets aujourd'hui? Alors il y a toujours eu à Saint-Cloud ce qu'il y avait de plus beau, de plus précieux, de plus moderne ou au contraire de plus intéressant dans le mobilier ancien. On sait que Napoléon Ier a même voulu prendre la Joconde, qu'on appelait la Giconde, et c'est le conservateur, enfin le directeur du Louvre qui lui a dit pas question. Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve encore à travers le monde, à travers l'Europe, des éléments de décoration, des éléments de ce qui ont fait la richesse de ce château? Non, parce qu'en principe, ce qu'il y avait de plus important, de plus insigne est parti juste avant que les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud ne sautent. Et le régisseur, qui était quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui aimait beaucoup Saint-Cloud, avait entassé sur des voitures qu'on envoyait de Paris tout ce qui était le plus important et qu'on peut voir maintenant à Versailles, au Louvre, à Compiègne, dans les palais royaux et impériaux. Pour le reste, il y a eu un pillage prussien énorme, parce qu'on a retrouvé beaucoup de choses, des objets de seconde catégorie, mais tout de même du linge, dans des voitures, pour être emportés vers Berlin. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant à ces quelques meubles qui ont été, j'allais dire, miraculeusement sauvés de la destruction pendant l'incendie du château. Quelques meubles qui illustrent encore la magnificence de ce que pouvait être ce château de Saint-Cloud. Alors, ces meubles proviennent de la chapelle. Et on sait que l'impératrice était très pieuse. On ne sait pas comment ils se sont retrouvés assez nombreux et d'un genre très très varié, parce qu'il y a un grand beau fauteuil de Jacob, des prie-dieu, mais c'était probablement le mobilier qui était à demeure dans la chapelle. Emmanuelle Lebaille est directrice du musée des Avelines à Saint-Cloud. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Si ce volet, ce simple volet pouvait parler, il pourrait raconter les heures les plus sombres de la ville de Saint-Cloud. L'incendie de la ville de Saint-Cloud, il a été perpétré par les Prussiens à la torche, maison par maison. C'est un véritable acte de vandalisme. Vous avez sans doute entendu parler de la bataille du 19 janvier, la fameuse bataille de Buzenval-Montretout, qui est un essai désespéré de l'armée française pour casser le siège, l'encerclement des Prussiens autour de la capitale. Le seul défaut de Saint-Cloud, c'est d'avoir été le lieu où se sont passés les combats meurtriers, et donc les Prussiens, par simple vengeance, décident d'incendier la ville. C'est tout à fait terrifiant. Des photographies montrent l'état de la ville. Théophile Gautier en parle plusieurs fois, parle du cadavre de cette ville. Il dit aussi qu'il faudrait conserver Saint-Cloud comme un Pompéi de la destruction.
Ce volet, j'allais dire, c'est un témoignage unique. Oui, tout à fait. Ce volet, donc, est un volet d'une maison, place de l'église. Dans cette maison habitait un certain monsieur Barba et son épouse. Or, le 28 janvier, monsieur Barba voit arriver les Prussiens avec des torches prêts à incendier l'église. Il sort de sa maison, là où il était retranché, et il va implorer Jacobi, qui était le major, qui était prussien d'origine polonaise, en le priant d'épargner la maison. Le major est touché par la foi de M. Barba. Il fait cesser le feu dans l'église et il inscrit au charbon de bois sur la maison de M. Barba. Cette maison sera épargnée jusqu'à nouvel ordre. Et effectivement, la maison sera épargnée. L'église, elle est toujours là, n'a rien subi de ce... Oui, l'église a été préservée, de même que 23 maisons sur les 600 maisons de Saint-Cloud. Donc vous vous rendez compte, ce fut vraiment un cadavre de ville, comme le dit exactement Théophile Gautier. Très vite, après la guerre de 70, eh bien, j'allais dire, Saint-Cloud a refleuri, c'est-à-dire que les constructions ont été extrêmement nombreuses et très rapidement. Très rapidement, la fête reprend, la fameuse fête de Saint-Cloud, dans le parc de Saint-Cloud, mais également dans les ruines de la ville de Saint-Cloud. Et au fur et à mesure des années, la ville se reconstruit à tel point qu'en 1874, des articles de journaux déjà invitent les Parisiens à venir voir Saint-Cloud, à venir se promener dans Saint-Cloud. Une ville donc détruite puis reconstruite, un château dont il ne reste rien ici à Saint-Cloud et pourtant d'aucuns caressent l'espoir de reconstruire ce château de Saint-Cloud. Bonjour Laurent Bouvet. Bonjour. Alors pourquoi cette idée de reconstruire un château qui n'existe plus? C'est en voyant la construction du château fort de Guédelon dans l'Yonne dans le cadre d'un chantier autofinancé par les entrées payantes des visiteurs que je me suis dit que l'on pourrait transposer ce modèle économique à la reconstruction d'un monument historique disparu. L'entier parc de Saint-Cloud demeurant, l'emplacement du château étant vierge, il serait tout à fait possible d'appliquer ce modèle économique à la reconstruction du château de Saint-Cloud. Mais il ne pourrait s'agir que d'une reconstitution d'un château disparu. Peu importe, à partir du moment où on dispose des plans, où on a de nombreuses photographies de l'intérieur de l'édifice, on dispose d'une documentation, à mon sens, suffisante pour recréer les plus belles parties du château de Saint-Cloud, à savoir les grands appartements. À l'étranger, il y a de nombreux exemples de monuments et notamment de châteaux reconstruits à l'identique, et il n'y a pas de raison que la France reste à l'écart de ce mouvement. Est-ce que vous avez parfois le sentiment de vouloir, j'allais dire, réécrire, sinon reconstruire une histoire qui n'existe plus aujourd'hui? Je dirais que le problème ne se pose pas du tout en ces termes. Un magnifique monument a disparu, c'est extrêmement dommage. Dommage parce que c'était un chef-d'œuvre d'une part, et puis d'autre part, aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent qu'il y avait un château à Saint-Cloud et le simple fait de le reconstruire permettrait de faire savoir à tout le monde qu'il y avait un château à Saint-Cloud puisqu'il serait réapparu. Alors peut-on réécrire, peut-on refaire l'histoire en la reconstruisant? Admettez qu'il y a là une bien belle interrogation. C'est sur cette question que s'achève cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.